Salut à tous et bienvenue sur Vancouver's. À l'occasion de la sortie du jeu Battle Chasers Night War, nous avons décidé de vous livrer une petite émission sur le comic book Battle Chasers en lui-même. Et pour m'accompagner, je suis avec Timothée. Salut Timothée. Et Landry. Salut à tous. Alors on va parler du comic book, de ses déboires, de ses très longs mois d'attente. Alors Timothée va nous présenter un petit peu le comic book, mais avant tout ça, Landry va nous parler un petit peu du label Cliffhanger. Donc Cliffhanger est une série de comics, un label qui a été créé en mars 98 par les studios Wildstorm, qui à l'époque était affilié à l'éditeur Image Comics. 3 séries vont être présentées à partir de mars 98. Donc la première sera Danger Girl. Le mois suivant, nous aurons Battle Chaser, sur laquelle nous allons revenir ce soir. Et enfin, en dernier, nous avons Crimson par Humberto Ramos. Le label a existé jusqu'en 2004, où il a été ensuite fondu dans une collection appelée Wildstorm Signature pour l'éditeur DC Comics. Battle Chasers est une série qui a été créée par Joe Madureira et Munir Sharif. Elle a été publiée donc chez l'éditeur Wildstorm en 1998, en février et avril. Et elle a été donc dans le label Cliffhanger. Tout à fait. Cette série est une série d'heroic fantasy qui a été créée avec un univers complet dès le départ, avec donc de la chevalerie, de la magie et des créatures mystiques. Le personnage principal est Gully, une jeune fille dont le père est très célèbre, il s'appelle Aramis, et il a disparu mystérieusement. Pourtant, elle va trouver des gants mystiques avec beaucoup de pouvoirs très puissants qui vont lui faire venir autour d'elle tout un tas de protagonistes. Il y a donc Garrison, un ancien compagnon d'armes de Aramus, mais qui est retiré du combat depuis quelques années. Nolan, qui est très inspiré de Tortue Géniale de Dragon Ball Z, qui est un mage très puissant avec un certain nombre de secrets. Et aussi Calibretto, qui est un golem de guerre, donc une machine qui peut tuer beaucoup de personnes, mais qui est assez sensible et qui préfère éviter d'utiliser ses compétences. Il y a aussi Reine Monica, qui est un personnage féminin qui a certains atouts, n'est-ce pas? Et qui est très inspirée de Jessica Rabbit en fait. Et elle a eu quelques relations aussi bien pour la bataille que dans le lit avec Garrison, je crois. Oui, je l'ai tapé souvent. Mais on ne le voit pas dans la série. Et donc toute cette fine équipe va être poursuivie par des forces obscures forcément qui vont rechercher à récupérer ces fameux gants magiques. Alors c'est une série qui a marché très bien dès le départ, avec le top 10 des ventes pour chaque numéro quasiment, au même titre que les X-Men à l'époque par exemple chez Marvel. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que chaque numéro a eu beaucoup de délais d'attente pour la publication. On a eu donc 9 numéros en 3 ans et demi. Ouais. Et Joe Madureira a donc été très lent pour les produire, d'autant plus qu'un 10e numéro était prévu, mais il a préféré annuler pour se reconvertir dans le jeu vidéo. Ouais. Et les fans attendent toujours une fin qui n'est toujours pas arrivée. Non, enfin, pas vraiment. Plus ou moins. Plus ou moins, et le jeu vidéo en est un bon complément. Voilà. Merci Timothée. Alors maintenant, on va un petit peu parler du titre en lui-même, les gars. Au niveau de la qualité du titre, en fait, toi qui es, on va le dire, tu es un jeune auteur un jeune auteur. J'ai une grande carrière en devenir. Un jeune lecteur de Battle Chasers, tu as un œil neuf comparé à nous deux. Exactement. Ah, moi, c'est tout récent. Qui l'avons lu il y a 15 ans à peu près. Voilà, toi, tu en as pensé quoi en fait? Alors, j'en ai pensé quoi? Scénario plutôt intéressant. En fait, ce qui était vraiment bien, c'était l'univers. Parce qu'on sent qu'il y avait une vraie richesse, aussi bien graphique que dans les designs, que dans les personnages. Et donc, il y avait une histoire qui pouvait nous intéresser parce que vu qu'il était déjà très riche et construit, on voyait qu'il y avait quelque chose derrière et plein d'histoires possibles. Le seul souci, c'est à mon sens les ellipses qui étaient très nombreuses dans la narration, d'autant plus que c'est pas vraiment terminé. Et en fait, il y a des personnages qui vont apparaître un numéro, on les reverra 4 ou 5 numéros après. Et forcément, on les sent pas vraiment être développés et on sent qu'il se passe des choses et ça peut manquer un peu, quoi. Ouais, moi, ça, je pense que c'était... je pense que Madureira, il avait un plan plus large, en fait,
Je ne sais pas ce que tu en penses, Landry. Alors, oui, je pense qu'il avait un plan plus large. Je pense que c'était pas une série qui était présentée déjà pour finir en 9 numéros. Hein. C'était vraiment une série qui se présentait sur de la durée. Bon, comme d'autres séries d'ailleurs du label Cliffhanger. Le vrai problème, je crois à moi, c'est que c'est une narration vraiment typée années 90 et surtout fin des années 90, c'est-à-dire que voilà les ellipses que tu décris comme quelque chose de bon, un personnage qui apparaît un numéro, puis 5-6 numéros plus loin, on le revoit à nouveau. C'était à la fois lié à la façon dont on racontait beaucoup et on écrivait beaucoup de comics à l'époque, et aussi le fait que Madureira avait certainement des plans pour 20, 30, 40 numéros. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans les comics, il n'y avait pas tant de ce qu'on appelle des story arcs. Je veux dire, à l'époque, voilà, c'était vraiment sur l'histoire, les histoires se faisaient vraiment sur le continu, quoi. Enfin, il me semble. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé, alors à l'époque, hein, on a dit que c'était en quoi, 98. 98. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, et en plus, il me semble que j'avais, je crois que j'avais commencé les comics genre 3-4 ans avant. Ce qui m'avait frappé, c'était vraiment les dessins de Madureira, quoi. Ouais. Que moi, je l'avais connu dans les X-Men à l'époque. Et il est revenu, en fait, sous le label Cliffhanger, avec un style encore plus péchu que ce qu'il avait. Oui. Et je pense que c'est ça qui a attiré bon nombre de lecteurs, en fait, à l'époque. Si tu veux mon avis, c'était l'époque où il y a eu un vrai bond qualitatif dans l'impression de bande dessinée à cette époque-là. C'est-à-dire que Battle Chaser, c'est vraiment une des premières séries à avoir vraiment mis un aspect soigné aussi bien sur l'ancrage que sur toute la colorisation. C'était vraiment quelque chose à l'époque qu'on voyait très peu. Alors chez Image Comics, il y avait Spawn qui faisait aussi une excellente colorisation. Wildstorm aussi travaillait bien aussi la plupart du temps sa colorisation et puis son graphisme. Mais Madureira, manifestement avec Battle Chaser, il est monté un cran au-dessus. Bah, il me semble que pour les trois premiers titres de Cliffhanger, en fait, c'était un studio qui s'appelait Liquid. Ouais. Voilà. Et ça, à l'époque, en tout cas, c'était révolutionnaire, les couleurs. C'était brillant, c'était... Il n'y avait pas ça chez Marvel Edition. Ouais, c'était magnifique. Ouais, carrément. De toute façon, dans cette série, ce qui est le plus important, c'est le dessin, comme tu disais. Ouais. On lit la série pour Madureira, pour après, c'est graphique. Il n'y a pas un scénar très top. Mais qui était dans la fibre de l'époque, déjà, entre guillemets, avec effectivement parfois une anatomie disproportionnée. Red Monica, voilà, c'est pareil, c'est la femme pulpeuse avec des seins énormes. Mais à la fois, il avait quand même, tout en gardant ce style 90, il avait son propre design et ses propres courbes. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce que j'adore chez Madureira, je ne suis pas hyper fan non plus, mais ce que j'adore, c'est qu'il a toujours ce petit côté manga. Mais finalement, on dit qu'il s'inspire du manga, mais très peu en fait. C'est-à-dire qu'il a un petit côté manga, il a une mise en page comics. Il était à cette époque-là dans la mouvance des dessinateurs américains qui découvraient le manga. Il faut bien comprendre que le manga aux États-Unis avait été découvert plus tard qu'en Europe, et c'est un des premiers à avoir vraiment amené de vraies influences asiatiques dans son dessin, sans pour autant singer le manga, à vouloir absolument faire du kawaii, à vouloir faire des choses mignonnes ou un peu stupides, comme les Japonais peuvent le faire parfois. Donc, comme le faisait Adam Warren, en fait. Voilà, mais Adam Warren, d'ailleurs, ils sont assez potes. Ils sont très potes. D'ailleurs, c'est Adam Warren, c'est Adam Warren qui, dans le 9, pas dans le 9, dans il a fait la moitié du. Il a fait un fill-in. Exactement. Adam Warren. Non, c'est pas un fill-in, c'était une préquelle. C'était sur Red Monica. Ouais. D'ailleurs, c'était sur Red Monica. Et indéniablement, c'était des dessinateurs qui allaient chercher l'influence japonaise, mais sans la singer. Elle était là par petites touches, et on le voit très très bien aujourd'hui. Et bon, même, je me permets juste un petit aparté, c'est aussi pour ça que le jeu vidéo, il est pas mal, parce que justement, il tire vers ça. Alors, maintenant les gars, on va parler des choses qui fâchent un peu. Ah bon ? Oui. Oh. Parce qu'en fait, même si Battle Chasers, c'est une qualité graphique du moins indéniable, alors je vais peut-être plus m'adresser à Landry qu'à Timothée. Désolé, c'est ta jeunesse. On a connu l'époque. D'accord. On a connu l'époque, nous, désolé. Voilà, voilà, il faut rappeler qu'en fait, Joe Madureira passait à l'époque, et ça me passe toujours, je pense, pour un gros flemmard. Oui, si.
C'est pas bien. Parce qu'on a attendu au départ quelques mois entre chaque numéro. C'était assez rapide. Les 3-4 premiers Ouais, étaient assez rapides, entre guillemets. Et après, c'est parti complètement en sucette. Jusqu'à 18 mois d'écart entre 2 numéros. Hein. Ouais. Alors, bon, est-ce que c'était quand même un petit peu, je crois, le vrai problème de l'époque et le vrai problème du label Cliffhanger, c'est-à-dire qu'on confiait à des dessinateurs des séries dont parfois le concept, même s'il est très riche, les idées sont, je te l'accorde, les idées sont très bonnes dans Battle Chaser, mais le scénar, il tient sur un post-it et où tout tourne autour du dessin, donc des qualités indéniables, donc une qualité indéniable. Mais le problème, c'est qu'un dessinateur sans script finit parfois par pas être trop régulier, d'autant plus que c'était des stars, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient de longs en convention à signer tout un tas de dessins et tout un tas de dédicaces. Et bon, souvent, c'est les numéros, la production même de comics qui en prenait un coup. Attends, enfin, quand même, c'est quand même une génération... Je vais pas parler de Ramos parce que lui, il a toujours... Ramos, il a été hyper régulier, mais il avait un script à la base. J. Scott Campbell et Joe Madureira, c'est quand même une génération de flemmards, je suis désolé. Quand tu dis que les scénarios tenaient sur un post-it et tout ça, qu'ils faisaient du Creator Hand et tout, mais putain, Jim Lee et compagnie, quand ils ont créé Wildstorm, c'était du Creator Hand. Ouais, aussi. Ils avaient des scénars pareils qui tenaient sur des mouchoirs de poche. C'était eux-mêmes les patrons et ils tenaient les délais, les gars. Alors, mais c'était les patrons, c'est pas forcément la même. Oui, mais justement, ils avaient plus de taf. Mais il y a la notion que ce soit leur propre série qui est important aussi, peut-être. Il y a forcément moins de pression que si tu es chez un éditeur comme Marvel ou quoi, comme ils ont tous travaillé à l'époque. Si vous me permettez, encore une fois, Cliffhanger, c'était vraiment basé sur des auteurs, c'est-à-dire c'est la série 2. Et c'est vrai que le fond du problème, c'est qu'ils étaient apparemment très autonomes, même par rapport à Wildstorm. Ouais. Et donc, très rapidement, il n'y a pas eu de véritable encadrement pour leur dire écoute, voilà, tel jour, là, tu as 22 planches à rendre. Et ça, je crois que c'est ce qui les a le plus, leur a posé le plus de problèmes. Puisque bon, on parle des 3 titres originaux donc de cette série. Ramos était beaucoup plus régulier. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est un dessinateur qui publie, qui produit et qui travaille avec des éditeurs comme Marvel, DC et aussi avec de l'indépendant et qui rend régulièrement son travail. C'est juste que quelque part, Madureira comme Campbell, n'était peut-être pas prêt à gérer de A à Z un Creator O'Neill. Et je crois qu'il y a de ça aussi. Et bon, c'est un manque de respect envers le lecteur. Parce que le lecteur, lui, il précommande chez son libraire sa revue. On lui promet qu'elle arrivera le mois prochain. 1 mois, 2 mois de retard. Une sortie de Battle Chaser, c'était un événement. Mais ils ont suivi avec leur n'empêche. On dit que c'est un manque de respect, mais ça a toujours été tout à fait. En même temps, financièrement, quand tu prends 2 numéros par an, tu risques pas grand-chose, tu vois. Voilà. Donc, ah oui, mais après, justement, le lecteur, il peut décider d'arrêter les frais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, putain... À chaque fois qu'un Battle... C'était devenu une vanne, la sortie de Battle Chaser. Oui, bien sûr, je me souviens, la librairie, c'était ça. Tu me diras ça quand Battle Chaser sera sorti. Voilà. Non, mais c'était devenu un peu un serpent de mer. Et il y avait d'éditeurs. Pareil, il y avait une attente. Ça, en fait, on l'a pas tant vécu que ça, vraiment. Le changement d'éditeur, moi, je l'ai pas senti. Non, parce que finalement, quand Cliffhanger et Wildstorm sont passés dans le giron d'ici, ça a été une période où clairement, il n'y avait plus beaucoup d'épisodes de Battle Chaser qui étaient produits. Ouais. Et ensuite, retour chez Image où Madureira a communiqué. En fait, Madureira a communiqué sur le fait que c'est bon, j'ai à nouveau les droits de ma série. Et là, je vais la ressortir. Et il sort le numéro 9. Mais il l'avait prévu d'ailleurs, parce qu'il y a, comme on disait, il y a le 10 qui devait sortir, il était même annoncé et tout, et puis c'est un peu au dernier moment. Le dernier moment, il a annoncé qu'il se lançait. Les planches existent, dans le jeu vidéo. Et il s'est d'ailleurs lancé dans le jeu vidéo pour un jeu qui n'est encore. Tout le monde dit qu'il a sorti Darksiders après, mais en fait, non. Il a créé d'abord son studio. Voilà. Il a financé en grande partie un jeu qui n'est jamais sorti. Voilà. En fait, qui n'a jamais trouvé d'éditeur. Et après, il s'est mis à Darksiders. Tout à fait. D'ailleurs, parlons un petit peu du jeu vidéo là, qui est sorti, Battle Chasers Night War. Ouais. Sur PS4, Xbox, PC, Mac, parce qu'il y a une version Mac. Et il est annoncé sur Switch. Alors, Switch, apparemment, pour le moment, il y a un problème de développement. Comme d'hab. Et bon,
Non, pas forcément comme d'hab, mais... Sur Nintendo, c'est Non, toujours non, l'excuse. non. Alors non, c'est pas une excuse, c'est qu'apparemment, étant donné que les acheteurs sur PS4, PC et Xbox, on peut essuyer les plâtres d'un jeu pas forcément bien terminé, avec des traductions, des fois pas tout à fait bien faites. Sur PC, j'ai eu aucun problème. Voilà, alors sur PS4, ce matin, il y a eu un patch. Au moment où on tourne, il y a eu un patch de 2 gigas. Le vrai gamer, le faux gamer. Voilà, et c'est ce qu'il dit le faux gamer. Une chose est certaine, ils sont conscients apparemment du problème d'après le studio, et ils vont mettre un point d'honneur à ce que les versions PS4 et Xbox soient beaucoup plus stables. Il faut savoir que Nintendo aussi, en fait, je pense qu'ils ont un cahier des charges vraiment très pointilleux au sujet de la sortie de leur jeu. En fait, ils veulent que leur jeu soit parfait, je pense. Voilà, c'est-à-dire que les ouais. mises à jour chez Nintendo, c'est pas encore une tradition, et même chez les développeurs tiers. Et du coup, apparemment, on s'amène vers une version Switch qui risque un peu d'être la GOTY, quoi, c'est-à-dire avec tout bien terminé et la possibilité de la transporter partout, ce qui est plutôt bien. Maintenant, pour le jeu en lui-même, qu'est-ce que t'as... Alors, moi, j'ai trouvé ça... en fait, j'ai trouvé ça un peu comme le comic book. C'est-à-dire, c'est d'un classique absolu. C'est magnifique. Ouais. Mais vraiment... voilà. direction artistique. Alors, il y a un petit peu le côté nostalgique qui joue, parce que, voilà... Battle Chaser, ça fait partie, comme on l'a raconté... C'est notre Madeleine de Proust. Ouais, voilà. Pour vous, quoi. Oui, pour nous. Voilà, mais justement, c'est ça. Et je pense que la cible, de toute façon, c'est le fan. Pour en revenir un petit peu au gameplay, oui, alors d'un classique absolu, du RPG, mais des absolus, quoi. Pareil, des années 90. Ouais, du tour par tour. Finalement, moi, j'en suis très content. Le seul truc dont on parlait, c'était que c'est putain de difficile, quoi. Ah ouais. Alors, il y a vraiment un gap de difficulté qui est fait qui est dans le jeu, là, qui vraiment Enfin, moi personnellement me rebute un peu là parce que on a les 10-15 premières heures, tu les passes sans trop de difficultés, et ensuite tout d'un coup la difficulté augmente et on n'a pas la possibilité de grinder avec les personnages, de faire un peu du level pour avoir des gros costauds pour affronter les méchants de plus en plus méchants et de plus en plus difficiles à vaincre. Et donc ça, c'est un problème. Là encore, d'après ce que j'ai pu en lire ou en entendre parler, ils sont conscients, ils veulent rééquilibrer le truc. C'est pour ça qu'il va y avoir des patchs. Ils ont fait le comics qu'on ne peut pas finir et le jeu qu'on ne peut pas finir parce qu'il est produit. C'est un peu ça l'idée. Mais autant ils n'ont pas fait de fin. Bah oui, autant il n'y a pas de fin. De toute dur. façon, personne ne va voir la fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup les gars de votre intervention. Merci à toi. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas non plus à aller sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à rajouter des pouces bleus, à mettre des commentaires. Je vous dis à bientôt, à plus. Ciao.